Nous avons un programme chargé car sur cette plénière mobilité, nous avons voulu aborder tous les cas de figure, du chariot élévateur jusqu'à l'avion. Vous voyez que c'est une façon de faire le grand écart. J'invite donc les intervenants en présentiel à bien vouloir me rejoindre très vite sur scène. Vous trouverez votre nom sur l'arrière des sièges. Nous avons tous 16 intervenants, la moitié à distance et la moitié en présentiel. Donc je vous invite... messieurs, à bien vouloir monter sur scène. Donc, dans les présents, Jean-Claude Bailly pour Gossin, David Olderbach pour Avia, Dominique Sadoul pour Stellantis, Philippe Rosier pour Symbio, Damien Buet pour Forestia, Julien Etienne pour EKPO. Nous avons également Stéphane Kaba pour Alstom et Jean-Baptiste Martin pour Total Énergie. J'espère que tout le monde est là, car certains sont arrivés ce matin. Et nous avons en principe en ligne également les autres intervenants. Voilà, tout le monde s'installe. Le temps que tout le monde trouve son siège, on va commencer par la première séquence, s'il vous plaît. Et si tout va bien, nous devrions avoir en ligne Franz Huber de Linde Material Handling, qui fait partie du groupe Quillon et qui représente également la marque Fenwick. Est-ce que Franz Huber est en ligne avec nous? Oui. Hey. Oui. On parle en quelle langue, ça marche, Franz? ce matin. Ça marche très bien. On va parler avec vous, Franz, des chariots élévateurs, car effectivement, c'est la première application de la mobilité. Et votre entreprise est donc présente dans ce domaine-là. Oui. De mon côté, bien vu de ma part, et merci beaucoup pour le mot de bienvenue et l'opportunité de parler ici. En fait, pourquoi l'hydrogène comme source d'énergie en intralogistique? La première chose, le chariot élévateur à fourche ou le Fenwick et le transpalette fonctionnent toujours en électrique depuis de nombreuses années et sont établis étant d'appareils sur le marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion avec les clients concernant l'électrification de l'application. Aussi, deuxième point, le système de changement de batterie sont standardisés et établis avec les clients depuis des décennies. Ça veut dire que vous n'avez qu'à construire, à échanger la source d'énergie en 24 volts, 48 volts ou 80 volts et ne pas développer l'ensemble du véhicule à partir du zéro. Ça va faciliter les choses. Hein. C'est ça qui est l'histoire à nous donner. Les batteries, mais troisième point, les batteries utilisées sont lourdes et le mieux étant complexes à manipuler, obstruant l'espace logistique. Les batteries n'aiment pas les basses températures dans la chambre froide et les températures élevées lors d'une utilisation intensive. Et c'est que là où l'hydrogène entre en jeu. Changer les batteries et recharger est synonyme de temps d'arrêt pour les véhicules qui ne sont pas productifs. Un revêtement rapide en hydrogène vert minimise ces temps perdus. Alors Stéphane, oui. Il y a les véhicules bien sûr. Ce qui est important, c'est d'avoir la production et la station qui va avec pour que l'écosystème puisse se développer. Exact. En fait, nous, la chose qu'on va faire, nous, comme fabricants de chariots élévateurs, on a déjà réalisé plein de solutions avec nos clients. Ça veut dire dans l'application dure, chez DB Schenker ou dans le secteur automobile, où on a les applications 24/7 ou des applications dures, et là, c'est l'hydrogène qui vient en jeu. Et nous, on va développer des piles à combustible chez nous pour la logistique, et de l'autre côté, on a un projet en parallèle, en fait, où on va remplacer à notre site principal de chariots élévateurs à Schaffenburg, à 21 chariots élévateurs, par des piles à combustible, et on va installer un électrolyseur, une station-service, pour montrer à nos clients la chaîne complète et pour développer un savoir-faire et montrer davantage des avantages pour nous et nos clients. Et voilà. Merci Franz. Nous avons également d'autres intervenants qui sont en ligne qui peuvent peut-être réagir. Je pensais notamment à Bart Bibuck du FCH-JU. Hello Bart, if you're online with us, you're from the FCH. Bonjour Bart, si vous êtes en ligne avec nous, vous êtes du FCH-JU et évidemment vous êtes très intéressé par ce qui se passe dans le domaine des chariots élévateurs. Oui, je vous vois.
Oui, je suis en ligne. Merci beaucoup de me laisser la parole. Alors, concernant les chariots élévateurs, il y a un marché très intéressant. Il y a beaucoup de potentiel, y compris en Europe, et on l'a déjà vu aux États-Unis, où ils ont des dizaines de milliers de chariots élévateurs déployés déjà. En Europe, je pense que le potentiel est là, comme je l'ai dit. Et comme je l'ai expliqué, nous avons déjà 2 grands projets en Europe. Nous avons la démo High Left et nous travaillons avec Carrefour en région parisienne sur plus de 100 chariots élévateurs qui fonctionnent à l'hydrogène. On a des retours des opérateurs aussi qui apprécient beaucoup la technologie. Également, en parlant à la direction de ces entreprises, ils sont ravis parce que ça permet de réduire le taux d'accident. Avec des batteries, quand il faut changer les batteries, il y a souvent des accidents de travail qui arrivent, qui finissent par des arrêts de travail de la personne pendant 1 mois ou 2 mois, le temps qu'il récupère. Donc il y a moins d'accidents avec l'hydrogène, ce qui est une très bonne chose évidemment. Le changement se fait très rapidement et il n'y a que très peu d'impact sur le temps d'exploitation de l'appareil en logistique. Donc les retours sont très positifs. Et à Paris, c'est la première fois que nous avons créé des bandes de recharge à l'intérieur de l'entrepôt. On l'a fait en Belgique aussi, mais à l'extérieur du bâtiment. Là, c'est la première fois qu'on a mis les bornes à l'intérieur. Tout s'est bien passé. On a eu les bonnes autorisations. Donc, que des retours positifs. Ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on se compare aux États-Unis, il y a quelques changements, quelques variations. Quand on voit les flottes de chariots élévateurs aux États-Unis, ils sont énormes, ils sont très très nombreux. On parle de centaines à la fois. Et évidemment, le modèle économique, il est beaucoup plus intéressant pour eux de faire des bornes de recharge hydrogène lorsque vous avez une flotte d'une centaine déjà sur place. Il y a des économies d'échelle. Il y a des entrepôts plus petits qui sont un peu différents en termes de logique. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur tous les thèmes que nous abordons aujourd'hui, mais il va falloir que nous passons à Stéphane Hertz de Toyota Motors Europe. Stéphane Hertz va nous parler de beaucoup de choses, mais tout d'abord, Stéphane, si vous êtes en ligne avec nous, un petit mot parce que Toyota produit des chariots élévateurs à l'hydrogène au Japon déjà. Stéphane, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour tout le monde. En effet, nous créons des systèmes pour des entreprises dont les chariots élévateurs au Japon et ils sont déjà utilisés sur nos sites de production dans le cadre de notre stratégie de décarbonation et également dans le cadre de nos programmes de développement produit. Nous avons fait des choses aux États-Unis et en Europe en collaboration avec nos partenaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais on veut faire un test uniquement avec 3 ou 4 chariots élévateurs, c'est très difficile de créer un modèle commercial autour de ça parce qu'il faut une borne de rechargement. On peut généralement faire quelque chose à partir de 50, ce qui veut dire que nous devons viser des activités de taille conséquente. On est déjà à quelques milliers qui sont utilisés et il y a un vrai potentiel pour en avoir plus. Merci Stéphane, on reviendra à vous tout à l'heure. Let's come back to the stage with Jean-Claude Baillet. Président, on va parler de logistique parce qu'effectivement, dans les entrepôts, avec le développement du commerce électronique et en grande partie d'ailleurs dû au Covid également, là aussi, il y a une demande pour des véhicules propres à hydrogène. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Juste peut-être en 2 mots, Gossin. Nous sommes une société, une toute jeune société qui a été fondée en 1880, donc 140 ans d'existence, avec la 4e génération de Gossin à sa tête, et sous l'impulsion de Christophe Gossin, qui vous salue tous,
J'en profite pour dire qu'on est une société régionale basée à Héricourt, à quelques minutes d'ici, donc on fait partie de la dynamique dont vous avez parlé, Madame la Présidente. Donc Christophe vous salue, il ne peut pas être parmi vous. Nous avons effectivement développé depuis 10 ans des solutions électriques et hydrogène de mobilité pour les sites fermés principalement, et nous ne vendons plus de véhicules diesel depuis 10 ans. On va d'ailleurs voir à l'écran une photo de votre gamme de véhicules. Allez-y, continuez. Merci. Nous avons donc développé dès 2014 la filière hydrogène, en particulier avec le CEA, puisque nous avons un brevet que nous avons développé sur un Power Pack hydrogène. Alors on était peut-être un tout petit peu en avance, mais ça nous permet d'être présents maintenant avec des véhicules disponibles et des véhicules, dont un que vous pourrez voir justement sur les sites logistiques. Vous pouvez le voir à l'extérieur et on aura une démonstration à l'extérieur. Alors juste pour revenir effectivement sur votre question, effectivement le e-commerce, on le sait tous, hein, s'est développé extrêmement rapidement. En particulier, s'est accéléré avec le Covid et du coup se professionnalise énormément, puisque aujourd'hui les délais pour les livraisons se sont raccourcis, que de nombreux sites sont en construction pour se rapprocher des villes, et que sur ces sites se posent aujourd'hui des problématiques de logistique des véhicules, des semi-remorques, et du coup de cette professionnalisation de ce transport à l'intérieur des sites. Donc vous voyez là un véhicule de la gamme Gaussin, je ne vais pas trop le commenter, mais ça vous servira de base et vous le verrez à l'extérieur. Sur ces sites, il n'y a plus que l'intérieur, il n'y a plus que simplement l'intérieur des entrepôts qui devient complexe, l'extérieur devient extrêmement complexe aussi. Et ce que faisaient des vieux tracteurs diesel dans le temps, aujourd'hui c'est remplacé par des véhicules performants, décarbonés, qui doivent aller vite et aussi autonomes. Merci, voilà pour cet éclairage sur la logistique. Effectivement, l'entrepôt, on voit qu'il y a une grosse actualité dans ce domaine. Et on va parler automobile, la suite. Stéphane, if you're still online with us. Si vous êtes encore avec nous, est-ce que vous êtes avec nous, Stéphane Herbst de Toyota? Évidemment, nous allons parler du Toyota Mirai, que vous pourrez voir également en dehors de l'hôtel. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, Stéphane, Toyota s'inscrit en tant que pionnier avec le Mirai. Est-ce que vous êtes confiant de l'avenir des véhicules passagers particuliers avec le Mirai? Je pense qu'il est important de comprendre le rôle des véhicules particuliers dans le cadre des piles à combustible. Évidemment, lorsque nous avons lancé le Mirai en 2014 et 2015 en Europe, on travaillait dans un contexte où il y avait très peu de bornes de recharge à hydrogène. Là, vous avez un exemple à l'écran. Ce n'est qu'un exemple de ce que nous faisons en termes de surdimensionnement, mais également de mise au point de la technologie. C'était la toute première fois où nous pouvions voir ensemble et travailler ensemble sur le système de communication et l'infrastructure de recharge. Deuxièmement, il fallait que l'hydrogène devienne concret, que les consommateurs, que les personnes lambda puissent en faire l'expérience, vivre cette technologie d'hydrogène. Donc nous avons déployé le Mirai en Europe, à Kleber-Schattler en Allemagne et au Royaume-Uni, un peu en France aussi, pour donner quelques exemples. Donc, le consommateur a pu poser les mains sur la technologie, pour ainsi dire. Deuxièmement, il y a l'aspect de surdimensionnement. La première innovation, vous en avez entendu parler, 10 000 véhicules. Maintenant, nous passons à la deuxième génération et nous avons lancé une production pour 30 000 véhicules. Et le surdimensionnement est important car c'est à travers le surdimensionnement qu'on va rendre cette technologie accessible à l'avenir. Évidemment, il y a beaucoup de potentiel, donc une mise à l'échelle du marché sera importante. Et ensuite, nous avons d'autres appareils, d'autres véhicules, des trains et des bus qui peuvent bénéficier des technologies qui sont mises au point pour les véhicules particuliers.
Très souvent, on peut prendre le même type de technologie présente dans les voitures pour les appliquer aux poids lourds, aux bus ou aux trains. Donc, les véhicules particuliers sont nécessaires pour faire avancer la technologie de manière générale. Merci Stéphane pour cette première allocution au sujet de l'automobile. J'aimerais maintenant revenir à Bart. Bart, si vous êtes avec nous. Évidemment, vous croyez en l'avenir de l'hydrogène. Oui, bien sûr, et c'est un des commentaires que je souhaitais faire. Nous avons un de nos projets qui est en cours. Ils sont en train de déployer 1400 véhicules en Europe avec des stations de recharge et toute une technologie qui s'ensuit. Pour les activités à utilisation intensive, la technologie à l'hydrogène prend tout son sens. On a vu des choses annoncées en France pour des appareils industriels et aussi les véhicules haute performance. L'une de mes préoccupations aujourd'hui est que beaucoup de gouvernements en Europe croient que l'hydrogène ne devrait pas être utilisé pour les véhicules et que la création de bornes et de stations, c'est, je ne dis pas inutile, mais que c'est une priorité plus faible. Et je ne suis pas d'accord avec cette prise de position. Je pense que nous devons créer des bornes de rechargement pour les véhicules, notamment pour les véhicules haute intensité et haute performance. C'est nécessaire et on ne peut pas vraiment faire sans. Je ne pense pas qu'on puisse tout faire rien qu'avec des batteries. Donc nous devons avoir une approche qui est pragmatique et essayons de construire ensemble des bornes pour les camions et les véhicules particuliers qui marcheraient pour les deux. Merci beaucoup. De l'Allemagne, nous avons Götz Schneider. Si vous nous entendez, Götz travaille pour le VDA, qui est l'association qui réunit tous les acteurs de l'automobile en Allemagne. Götz, est-ce que vous êtes avec nous? Évidemment, on aimerait avoir votre avis concernant la situation en Allemagne avec l'hydrogène. Merci beaucoup de me permettre de participer à cette discussion très intéressante et de vous apporter la perspective allemande. Tout d'abord, très rapidement, concernant l'association de l'industrie d'automobile en Allemagne, VDA, nous représentons les acteurs de la voiture et des camions, 800 000 employés. Sur 5 ans, nous allons investir 150 millions dans des nouvelles technologies, la numérisation et de nouvelles technologies de mobilité, mobilité et l'hydrogène évidemment. Concernant cette adéquation entre l'hydrogène et l'électrique, tout d'abord un peu le point de vue allemand. En théorie, et c'est la position du gouvernement allemand, le potentiel de l'hydrogène est quasiment sans limite. Les enjeux liés au changement climatique seront d'utiliser l'hydrogène vert dans le cadre d'une stratégie d'importation. Un rapport a été publié par le gouvernement allemand récemment qui indiquait que nous ne serons pas capables de produire tout l'hydrogène qui sera nécessaire pour tous les secteurs industriels, dont le secteur de l'automobile. Et donc, nous avons besoin d'un système et d'une stratégie robuste d'importation pour l'hydrogène vert. Actuellement, l'Allemagne est en bonne voie, notamment du point de vue de l'industrie automobile. Toutes les technologies nécessaires sont disponibles pour atteindre nos objectifs verts, notamment pour la circulation, donc l'hydrogène est là pour la mobilité. En effet, les objectifs de réduction de CO2 peuvent être atteints que à travers une ouverture aux solutions technologiques, donc un surdimensionnement des alternatives de mobilité, dont l'utilisation des piles à combustible. Et nous y trouvons les e-carburants.
En Allemagne, lorsque nous parlons du besoin, lorsque nous parlons de la montée en puissance de la mobilité électrique, cela va main dans la main avec des solutions pour les véhicules existants, pour les parcs existants. Ce n'est pas si simple, comme vous le savez, de convertir d'anciens véhicules, et donc nous devons avoir une stratégie basée sur les e-carburants, d'hydrogène vert également. Le gouvernement allemand souhaite donc promouvoir le surdimensionnement de l'économie d'hydrogène de manière générale et promouvoir l'utilisation de l'hydrogène dans le transport à travers une infrastructure de recharge. De notre côté, en tant qu'association représentative, ça va main dans la main avec le niveau européen. Vous savez que nous avons le paquet Fit for 55 avec les différents objectifs fixés pour différentes filières, y compris le secteur de l'automobile, et qu'il ne faut jamais commettre l'erreur de se concentrer uniquement sur les niveaux nationaux aux dépens de ce qui se passe au niveau européen pour les régulations, pour les parcs et pour les directives. Il y a de bons objectifs qui sont très précis pour l'infrastructure hydrogène à ce niveau-là. Merci Guts pour ces messages clés, c'est extrêmement intéressant. Martin qui représente Total Energy, ça peut peut-être surprendre certaines personnes ici, mais Total est actif en Allemagne et contribue justement à ces stations. Oui, effectivement, finalement l'aventure hydrogène mobilité, elle a commencé dès le début des années 2000 en Allemagne, chez Total Energy, en accompagnant notamment, si vous vous souvenez, le BMW avec ses premières séries 7, qui étaient sur des moteurs V12 à combustion hydrogène, et une technologie de stockage un peu particulière en cryocompressé. On a ensuite continué à développer nos propres stations, et puis ensuite on a mis ça en commun avec d'autres partenaires en créant la JV H2 Mobility, donc en 2015, dont l'ambition était finalement de un peu résoudre le problème de l'œuf et de la poule entre les infrastructures et les véhicules, en développant un réseau, donc un maillage national de stations publiques dédiées aux véhicules légers, donc plutôt orientation particulier. Aujourd'hui, la situation elle est à 93 stations qui maillent le territoire, donc c'est pas mal, dont 25% dans le réseau Total Energy. Bon, si on regarde le parc VL aujourd'hui, on doit être à peu près à 800-850 véhicules. Donc, voilà, il y a de la marge. Léger, donc, bon, il y a de la marge, effectivement. Le côté positif, c'est qu'on ne fait pas trop la queue. Mais en tout cas, on attend beaucoup des nouveaux usages. C'est important. Ouais, bon, il y a besoin de grossir, donc il y a beaucoup d'usages qui sont là, et je pense qu'il y a des compléments qui vont passer, et on va en parler après, avec les flottes utilitaires. Donc ça, c'est important de développer ces usages-là, de passer aussi par des flottes captives qui permettent d'asseoir les volumes. Il ne faut pas oublier que le volume, c'est un des drivers numéro 1 pour optimiser les économies de ces infrastructures. Et puis demain, tous les nouveaux développements de la JV seront orientés multimodalité et adresseront aussi le monde de la mobilité lourde, qu'on va aussi en reparler après. Donc là, on parle des camions. Alors justement, on a les deux constructeurs français, ils vont nous parler tous les deux d'utilitaires. On commence avec vous, David Holderbach. Vous êtes le dirigeant de HYVIA, c'est la co-entreprise entre Renault et le fabricant américain de piles à combustible Plug Power. D'abord, je suis très heureux de vous retrouver en présentiel. On a déjà fait une conférence ensemble en ligne, mais là, cette fois, on se voit de visu. Quelle est en deux mots donc la stratégie de HYVIA? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, effectivement, HYVIA, c'est la contraction. Alors on dit HYVIA entre français, comme on veut. On dit HYVIA ici, d'accord. International, nous disons HYVIA, avec le H aspiré. Donc effectivement, HYVIA, c'est la rencontre de deux experts, deux leaders. Renault Group, que beaucoup connaissent bien sûr sur le marché européen, leader de véhicules utilitaires, et Plug Power, qui aujourd'hui, bien sûr, vous connaissez beaucoup, expert et leader sur le marché américain sur les piles à combustible, avec plus de 40 000 piles en utilisation aujourd'hui. Et en fait, vous savez, c'est comme les mariages mixtes. En fait, les enfants ne sont pas moitié-moitié, ils sont doubles. Donc en fait, l'idée et l'objectif de HYVIA, c'est faire de la mobilité décarbonée en répondant au problème d'œuf et la poule que vous mentionnez, à savoir pouvoir fournir tout l'écosystème. Donc clairement, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients en pouvant leur répondre à leurs besoins de mobilité sans qu'ils aient toute la problématique, les difficultés à traiter, à apprendre, parce que c'est tout un nouvel écosystème. Donc clairement, nous, on offre un menu à la carte et on sait s'adapter aux clients.
Alors, on va voir l'un des visuels, justement, de Aevia, avec la gamme de véhicules. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois les véhicules, donc des utilitaires, gros ou moins gros, mais c'est également les stations qui vont avec, et les électrolyseurs. Tout à fait. Donc, notre objectif est la mobilité intensive, comme Bart le soulignait tout à l'heure, car clairement, c'est là que aujourd'hui l'hydrogène a sa place. Dans le futur, avec ce qu'on voit venir en termes de dépollution sur les moteurs diesel, le coût du moteur thermique va devenir très très cher. Pendant ce temps-là, tous ensemble, nous allons travailler pour réduire le coût de nos objets hydrogène. Donc l'intensité, c'est pour ça que nous avons notre gamme sur Master, donc le châssis câble, le Citybus et le fourgon. Et bien sûr, cela, nous fournissons et nous fabriquons les piles à Flins, dans le projet de Refactory. On va justement voir la slide d'après, parce qu'en fait, c'est fait en France. Donc, effectivement, exactement, il y a tout un écosystème. C'est tout un écosystème, comme vous le soulignez. Donc, la station et la pile seront assemblées à Flins dans la Refactory. Donc, ça, c'est tout un projet que Renault a mis en place pour reconvertir une usine complète. Et donc, nous faisons partie de ce chantier. Et donc, notre objectif, comme c'est écrit sur ce document, notre objectif, c'est 30% de part de marché sur les véhicules hydrogène utilitaires en Europe pour 2030. Bon, on verra tout à l'heure quelles sont les ambitions de Stellantis dans ce domaine. Un mot peut-être d'abord avec vous, Damien Buet, puisque donc Faurecia est partenaire de ce projet. Oui, bonjour. D'abord, ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, on joue un petit peu à domicile, comme ça a été dit. On a un centre. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est content d'être là, j'ai l'impression. Hein. On a un centre d'expertise à Bavent que certains d'entre vous pourront visiter aujourd'hui. Et comme ça a été dit aussi, on a déjà construit notre usine de production de masse de stockage d'hydrogène à Allenjoie. Avant de passer à Renault, un tout petit détour par la logistique, parce que j'aurais bien aimé en dire un mot. En fait, on ne le sait pas beaucoup, mais Faurecia est déjà aujourd'hui un fournisseur majeur de chariots élévateurs à hydrogène, de stockage pour les chariots élévateurs à hydrogène, puisqu'on est un fournisseur majeur de Plug Power, justement, via notre JV en Chine, CLD. Donc je pense que c'est quand même intéressant de le mentionner. Alors si on revient sur l'automobile, et en particulier Evia, évidemment, on est très fiers de développer et de produire le stockage d'hydrogène pour les premiers véhicules qui vont sortir très bientôt. Donc toutes les équipes sont sur le pont pour supporter ce lancement. Et je pense qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, ce qui est critique pour le succès de la filière hydrogène au sens large, c'est l'efficacité économique. Et donc c'est là que être un grand équipementier avec une expérience industrielle va nous permettre d'atteindre les cibles de coûts qui font que ce sera non seulement utile pour le climat, mais rentable. Et là, on parle de facteurs multiplicatifs dans les réductions de coûts qui sont évidemment cruciaux et qui sont au cœur de notre expertise comme équipementier de rang 1. Merci. Je ne sais pas si Julien Etienne veut dire un mot. Vous présentez EKPO, c'est donc la structure Elring-Klinger Plastic Omnium. Vous êtes plutôt sur la pile, mais peut-être un petit mot sur le réservoir, parce que j'ai cru lire une déclaration de quelqu'un de Renault, c'était le patron de l'ingénierie d'ailleurs, que je connais bien, hein. Jean-Yves Le Borgne, qui a travaillé ici, donc, et qui disait que Plastic Omnium pourrait peut-être aussi être partenaire. Donc, qu'en est-il? Oui, alors bonjour à tous tout d'abord. Effectivement, je représente un peu toute la chaîne hydrogène à travers EKPO, la co-entreprise entre Plastic Omnium et Elring-Klinger basée en Allemagne, et à travers Plastic Omnium, donc, qui est actif sur les systèmes de piles à combustible et les systèmes de stockage. Ce que je vois par rapport aux déclarations qui ont pu être lues, pour moi, c'est représentatif de la montée en maturité de la technologie. Bien évidemment, il y a des partenariats qui sont en place, mais le fait qu'on ait plusieurs industriels, plusieurs équipementiers de rang 1... Bon, c'est l'équipe de France qui gagne, quoi, en quelque sorte, c'est ça? C'est l'équipe de France qui gagne, qui avance en même temps. Bon, on va pas dire trop cocorico, mais ouais, je pense que c'est très positif. Ça dénote surtout du fait qu'on se retrouve dans une situation normalisée pour ce type de technologie, où on va avoir de la compétition et technologique et commerciale, ce qui va générer cette dynamique et pousser la technologie à être compétitive sur le marché.
Donc moi je me réjouis du fait que oui, on soit mis en compétition avec nos confrères et néanmoins amis de Faurecia et d'autres. Ça veut dire que cette technologie est réellement en train de devenir mature et on se prépare pour la montée en volume des années à venir, notamment sur le véhicule particulier. Merci. Alors l'autre constructeur français, le groupe Stellantis, alors constructeur maintenant français, italo, américano, franc-comtois, enfin global là. Allemand, oui, allemand aussi, et Coppel, c'est vrai, tout à fait. 14 marques, en tout cas, le groupe Stellantis, maintenant, c'est une grosse machinerie, l'un des plus gros constructeurs mondiaux. Vous êtes directeur d'innovation pour les moteurs, Dominique Sadoul. Il y a une super maquette qui est à l'extérieur. Vous verrez à l'échelle 1, c'est un démonstrateur avec tous les composants donc, de ces utilitaires qui vont arriver en fin d'année sur 3 marques, Citroën, Peugeot et Opel. Oui, bonjour à tous et à toutes. D'abord, ce que je voudrais dire, et je vais le dire ici, comme on s'y était engagé il y a 2 ans, à la fin de l'année 2021, nous aurons sur l'ensemble de notre ligne LCV, donc les véhicules utilitaires, on aura une version 0 émission à batterie. Pourquoi je dis ça ici? Parce que c'est important. Un véhicule hydrogène, c'est d'abord un véhicule électrique. Et donc d'avoir dans notre portefeuille l'ensemble de la conversion déjà véhicule thermique, véhicule électrique fait que ça nous a simplifié le travail pour passer au véhicule hydrogène, un petit peu comme ça a été dit en début sur les carafourches. Donc, mi-2018, on a engagé un projet d'adaptation hydrogène, donc de notre véhicule léger milieu de gamme, ce qu'on a qui est le Citroën Jumpy, le Peugeot Expert ou l'Opel Vivaro, pour les désignations commerciales. On a engagé ce projet. Pourquoi on a engagé ce projet? Parce qu'en fait, les versions électriques, même si on estime qu'on va couvrir à peu près 40% des besoins clients à un horizon proche, avec ça, tous les clients qui ont une utilisation journalière inférieure à 300 km à peu près, ce que l'on croit à Stellantis, c'est qu'on est un acteur qui doit fournir un objet de mobilité zéro émission pour l'ensemble des besoins clients, 100% des besoins clients, pas uniquement 40%. Et donc l'hydrogène fait clairement partie des technologies pour arriver à couvrir ces usages additionnels. Et on parle bien de technologies en complément. Notre objectif, c'est pas de forcer les gens à acheter de l'hydrogène ou du véhicule électrique à batterie. Notre objectif, c'est de proposer des produits qui répondent à des vrais usages clients et qui ont une vraie utilité et qui ont une vraie valeur pour nos clients. Donc on a commencé à développer ce véhicule. On avait en tête trois principaux drivers en fait, qui nous ont conduits dans notre réflexion. Le premier, c'était, comme je viens de le dire, c'était vraiment d'être centré sur le besoin client. Pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on parle de véhicules utilitaires, eh bien, on n'a fait aucun compromis, que ce soit sur le volume de chargement ou sur la capacité de chargement. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 caractéristiques principales de ce type de véhicule. Bien sûr, je parle de véhicules hydrogène, donc de véhicules électriques, zéro émission, de véhicules qui permettent de faire plus de kilomètres qu'un véhicule à batterie, et bien sûr de véhicules qui permettent de remplir le réservoir en quelques minutes. Et ça c'est important également parce que le temps d'usage du véhicule est comme ça plus long et donc le véhicule est mieux amorti. Le deuxième, ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir le découvrir, comme ça a été dit, on a mis une maquette sur le showroom, donc vous allez pouvoir le découvrir. On a choisi de vous présenter non pas le véhicule, parce qu'on ne voit rien finalement quand le véhicule est terminé, mais on a préféré vous présenter la maquette technologique. Les véhicules en ce moment vont sortir à la fin de l'année et sont en train de faire les derniers roulages de fiabilité. En tout cas, oui, on voit bien l'intégration, ça c'est clair. Voilà, c'est important. Le deuxième driver, ça a été tout de suite de s'attaquer à la baisse de coût, parce qu'on sait très bien que cette technologie vaut extrêmement cher. Ce n'est pas encore une technologie qu'on appelle automotive, très grande diffusion. On vient d'en parler sur les réservoirs. Et donc, on a voulu tout de suite s'attaquer à la baisse de coût. Et on s'y est attaqué de 4 façons différentes et frontalement de 4 façons. La première, c'est qu'on a choisi une architecture qu'on appelle mid-power. En fait, on utilise l'hydrogène, mais on a également mis une petite batterie, ce qu'on appelle les batteries pour les véhicules plug-in, on a mis dedans. On a mis cette batterie-là, pourquoi? Pour simplement avoir le meilleur des 2 mondes sur le véhicule. On utilise l'hydrogène comme énergie pour faire des kilomètres, en fait, pour faire plus de kilomètres, et on utilise la batterie pour avoir les pics de performance qui sont demandés, comme par exemple vous dépassez, ou quand vous avez besoin de grimper une côte.
Donc on a utilisé ça, ça nous a permis de limiter la puissance de la pile et donc ça nous a permis bien sûr de limiter le prix du véhicule. Le deuxième point qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un maximum de carry-over, donc on a réutilisé tous les assets industriels du groupe Stellantis au maximum pour diminuer le ticket d'entrée et l'investissement. Donc le véhicule est vraiment un important carry-over de la version électrique. Et même pour la batterie, on a été puisé sur nos étagères. En fait, on a utilisé la batterie qui était développée pour nos véhicules plug-in, nos véhicules, bien sûr, les véhicules légers. Ensuite, dès le départ du projet, on a mis en place 2 partenariats étroits avec 2 fournisseurs, 2 équipementiers de premier plan. Le premier avec Symbio sur la pile à combustible et le deuxième sur tout le système de stockage avec Faurecia. Et donc on est dans ce cadre de partenariat et donc on a développé ensemble ce produit. Et le dernier point, en fait, c'est que pour la partie industrielle, pour éviter des investissements qui sont souvent très lourds quand vous voulez faire de la production de masse, comme on est sur des marchés qui sont j'allais dire en croissance, donc pas des très gros volumes pour l'instant, mais qui vont grossir, on a choisi de faire une transformation dans un atelier spécifique chez Opel à Rüsselsheim. Donc le véhicule est fabriqué à Ornain, puis envoyé à Opel où il est transformé en version hydrogène. Donc voilà les 4 leviers qu'on a utilisés pour le prix. Merci pour Je voulais simplement dire sur le dernier point, sur l'écosystème. Dès le départ, on a réfléchi écosystème global et donc on a pris contact avec les énergéticiens pour pouvoir faire une offre combinée, en fait, véhicule plus carburant. Alors, puisque Faurecia a déjà parlé de réservoir tout à l'heure, peut-être plutôt Philippe Rosier sur Symbio. Donc Symbio qui aujourd'hui est en train de construire son usine, enfin en tout cas ça va arriver très bientôt, et qui veut passer à l'échelle. Voilà en tout cas un premier marché plutôt symbolique. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est à la fois symbolique et pour nous une grande joie parce que c'est l'aboutissement d'un travail de plus de 3 ans avec Stellantis sur ces véhicules qui marquent au fond l'accélération de l'hydrogène et le développement de Symbio. Il y a trois éléments clés dans ce véhicule. Le premier, c'est que Symbio, vous le savez, avec Michelin et Faurecia, a voulu transformer son modèle en celui d'un équipementier. Et ce véhicule est le premier que nous développons dans un programme de développement automobile avec toutes les qualifications d'usage. C'est aussi la marque du savoir-faire de Symbio. Vous savez que c'est le premier, en dehors des véhicules, des acteurs intégrés, il y en a Toyota, Hyundai, c'est le premier véhicule développé dans un système de partenariat comme cela sur l'hydrogène. C'est aussi le développement de notre gamme, puisque vous avez aussi à l'extérieur les Kangoo, qui étaient nos premiers véhicules développés avec Renault, sur un modèle de range extender, d'augmentation d'autonomie. C'était fait sur des piles de plus petite taille. Ce système mid-power que Dominique explique nous permet d'utiliser une taille d'environ 40 kW, donc déjà un modèle au-dessus. Et vous avez dans le showroom notre première version de pile de 150 kW pour les poids lourds de taille moyenne, et demain avec 300 kW, donc 2 fois ce que vous avez là, les poids lourds de grande taille. Donc accélération sur l'équipementier, accélération sur le produit, et enfin, vous l'avez dit, accélération sur l'industrialisation. Nous produisions environ 200-300 systèmes par an. Depuis le début de l'année, nous avons démarré une usine pour nous préparer au démarrage Stellantis d'environ 3000 systèmes par an. Et en parallèle, nous construisons au sud de Lyon une gigafactory, puisque c'est le nom d'usage maintenant, pour un système de 50 000 systèmes par an, une production de 50 000 systèmes par an dès la fin 2023. Merci. Je reviens à vous, Dominique Sadoul. Donc, on a vu les véhicules arrivent, on va voir ce qu'ils ont dans les entrailles, mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Est-ce que cette technologie va arriver sur d'autres familles de véhicules ? Oui, alors, au-delà de ce véhicule qu'on va lancer fin d'année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même qu'il soit lancé, on a déjà décidé de l'étape d'après.
Et on a déjà engagé en fait un projet pour augmenter notre capacité de production au-delà de 2023 et ainsi pouvoir suivre la demande, si tant est que l'infrastructure va suivre aussi également en parallèle, mais ça on l'espère bien d'ici là. En plus de ça, bien sûr, on veut étendre cette technologie dans la gamme Stellantis. Donc d'abord, la première extension va se faire sur l'ensemble des marques de Stellantis. Donc je ne parle pas forcément des 14 marques parce que toutes les marques n'ont pas d'offre LCV, mais je parle... Non, il y a Maserati dedans, pour l'instant ils n'en font pas, hein, voilà, il y a Maserati, il y a Alfa Romeo, donc il y a dans les marques. Non, je parle plutôt des marques Fiat et Ram, qui sont des acteurs assez importants du monde de l'utilitaire, voire même du monde du camion pour Ram. Donc notre première direction, c'est toutes les marques. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, toutes les régions. Donc on a bien sûr commencé par l'Europe, évidemment, mais on va attaquer le marché nord-américain dans la foulée, notamment avec les véhicules RAM. Et puis on va également augmenter les gammes, puisque juste après ce premier niveau de véhicules utilitaires, en fait, on veut adresser le véhicule utilitaire de taille supérieure et on veut adresser aussi également le monde du heavy duty à travers RAM, qui produit donc aux États-Unis des véhicules de type qu'on appelle ici camion. Voilà. Donc voilà des pick-up. Voilà ce que l'on veut faire. Merci. Peut-être une petite réaction rapide de David Holderbach sur cette expansion du plan chez Stellantis. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose pour Renault, par exemple? Tout à fait, tout à fait. De la même manière que de Stellantis, nous aussi, nous investiguons d'autres opportunités pour étendre, mais d'abord, il faut que nous réussissons notre démarrage, c'est la priorité actuelle, et je me réjouis de savoir qu'il y a autant de potentiel qui se libère avec Symbio qui fait des piles, les réservoirs qui se développent. Encore une fois, comme je le disais, c'est la réduction des coûts est vraiment la chose sur laquelle nous allons devoir tous travailler ensemble, et donc savoir qu'il y a davantage de demandes et d'offres, c'est très bénéfique pour le secteur. Merci. J'aimerais poser une question à Stefan Herbst, s'il est toujours en ligne. Stefan, if you can hear me, I would like to know if... Est-ce que vous m'entendez, Stéphane? Est-ce que vous prévoyez un utilitaire léger dans le cadre du portefeuille de Toyota au cours de ces prochaines années? Mais on en a déjà un. On a déjà un LCV dans notre portefeuille, pas forcément en Europe, mais au Japon. On vient de finaliser les tests. Et on a utilisé tout ce qui vient de la Mirai. Et on a également un effort de coopération en Chine. Donc, effectivement, au départ, on se concentrait principalement sur les véhicules utilitaires, mais nous allons continuer. La séquence suivante, s'il vous plaît. C'est plus tard. Bien, on va donc parler de bus et de camions, donc avec tous nos acteurs, une bonne partie en tout cas, de ceux qui sont autour de la table. Et on va commencer par Bart Bibuck du FCH-JU. Hello Bart, again. Bart, from the Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking. Donc, déploiement d'une flotte de bus à hydrogène. Est-ce que vous êtes content? Oui, tout à fait, on est très satisfait. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces bus qui fonctionnent à l'hydrogène. Et ce faisant, on a pu réduire le coût de ces bus de 1,8 milliard. Et maintenant, ces bus sont très compétitifs par rapport à d'autres types de technologies zéro carbone. Donc, dans le cadre de ces projets, nous avons passé commande. Plus de 300 bus ont été commandés. On a plus de 5 projets qui sont déjà en cours, donc la concurrence permet de réduire les prix de ces bus. Et je dirais que 50 bus ont déjà été livrés, donc c'est un bon départ. Parallèlement, tout ce travail déployé côté bus a lancé d'autres projets auprès des fabricants de première monte. Donc, 5 fabricants ont décidé de nous emboîter le pas. Donc, ça crée vraiment un mouvement, une dynamique.
Et je dois vous dire qu'on a remporté un sacré succès. On a reçu le prix du meilleur bus du monde en 2020 et c'était un bus qui a été déployé sur la ville de Pau. Alors, les prochaines étapes, car pour l'instant, mission accomplie, eh bien, on veut passer au car. On dispose de moins d'espace parce que, bien entendu, il faut assurer un espace de stockage pour les valises des passagers. Donc, c'est un petit peu plus difficile, mais on va y arriver. On a déjà démarré le premier projet. Mais de manière générale, nous sommes extrêmement satisfaits des succès remportés et des réussites. Mais bien entendu, on ne saurait faire qu'avialer seul. Je suis enchantée de tout cet écosystème. Rien de tout cela n'aurait été possible sans nos partenaires. On est tellement nombreux sur cette plénière qu'en fait, je vais demander à un des speakers en plus d'être à côté de moi. Il s'agit de Nicolas Pocard, en fait, qui est de chez Ballard. Ballard, vous connaissez évidemment j'allais dire ce leader, en tout cas cet acteur important des piles à combustible. Et c'est vrai que dans le domaine du bus, vous avez quand même une expérience incroyable. Alors, il vient du Canada, parce qu'effectivement, c'est une firme canadienne à la base, Ballard. Vous êtes en tournée, en quelque sorte, en Europe. Du coup, c'est sympathique de vous arrêter à Belfort pour venir parler un petit peu, effectivement, de votre expérience et de vos ambitions. Le micro fonctionne, vous allez pouvoir vous mettre à côté de moi. Peut-être quelques mots d'abord sur le retour d'expérience, parce que c'est vous qui avez la plus grosse flotte équipée à ce jour dans les bus. Oui, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment très content d'être ici à Belfort. Je suis originaire des Vosges, donc je suis de la région, et donc c'est bien d'être en Les personne. Vosges, le Canada, c'est presque le même climat, j'allais dire. Presque, ouais. Donc c'est vrai, nous, l'aventure chez Ballard a commencé dans le domaine de la pile il y a presque 40 ans. Et on a commencé avec les bus. Donc le premier bus ont été mis sur la route à la fin des années 90. Des prototypes, il n'y avait pas d'électrification du véhicule, il n'y avait pas de batterie, donc pas d'hybridisation. Mais si on regarde où on est au jour d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, il y a presque 3000 bus à hydrogène dans le monde qui fonctionnent. En Europe, on a plus de 150 bus qui sont en fonctionnement dans les villes européennes. Et si on regarde le retour d'expérience qu'on a, si on regarde avec l'accumulation des kilomètres dans le domaine des bus ou des camions même qui sont sur la route aujourd'hui, nous, chez Ballard, on a plus de 100 millions de kilomètres sur la route, avec des bus qui fonctionnent dans des zones très chaudes. On a des bus qui sont dans le désert en Californie où il fait plus de 45 degrés dans la journée, ou des bus qui sont en fonctionnement dans le nord de l'Europe. Donc aujourd'hui, on a prouvé que la pile à combustible fonctionne dans les bus, que les bus aujourd'hui ont un taux de disponibilité supérieure même aux bus au gaz naturel, donc aux États-Unis, et qui est similaire de celle des bus au diesel, qui approche celle des bus au diesel. La pile elle-même a un taux de disponibilité de plus de 97%, incluant aussi la maintenance préventive. Donc, ça fonctionne dans tous les climats, c'est bien adapté au domaine des transports urbains. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de fabricants européens de bus qui commencent à inclure dans leur offre de mobilité électrique l'option hydrogène, parce que l'option hydrogène permet aux bus de fonctionner plus longtemps sur des routes plus difficiles, dans des climats plus challenging, et en utilisant les bus de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir avec un seul remplissage en dépôt. Voilà quelque chose d'intéressant, effectivement. Vous restez à mes côtés, parce qu'on va vous retrouver dans un petit instant, puisqu'on a deux autres fabricants de piles, peut-être Julien Etienne pour EKPO. Donc, ce marché des bus ou autocars, comment vous l'adressez? Alors, le marché des bus et d'autocars, les usages sont un peu différents. Mais très clairement, le marché des bus, que ce soit des bus à hydrogène, que ce soit tout d'abord en Chine, parce que c'est là qu'on a la grosse masse, et la très forte dynamique aux États-Unis ou en Amérique du Nord et en Europe, où on voit effectivement qu'il y a un gros déploiement et une offre qui se développe, avec notamment certains OEM majeurs comme Evobus qui lance une gamme. L'industrie du bus est très importante pour nous en tant que fabricant de piles, un petit peu de la même manière que l'intralogistique. C'est une industrie dans laquelle on commence à avoir du volume et avec des produits qui sont très adaptés sur des range extenders ou sur des systèmes full power pour
pour des cars, des coachs. On utilise le bus comme un des segments de lancement pour les piles à combustible qu'on met en production chez nous. Donc c'est un secteur très important. Merci. Philippe Rosier, vous êtes également présent et chez un constructeur français qui plus est. Oui, effectivement. Donc nous travaillons avec le groupe Safra depuis 4-5 ans pour développer un bus qui est maintenant en circulation en France. Il y a à peu près une vingtaine de bus en circulation et une accélération de Safra qui vient de lancer une augmentation de capacité. On vient aussi de développer un premier prototype avec le groupe Kamaz en Russie pour tester le système dans un environnement, alors pour le coup, très différent, mais qui s'adapte bien à la ville de Moscou où Kamaz est présent. Donc c'est un segment sur lequel on est très fortement présent et où on veut aussi accélérer. Merci. Damien Buet pour Forestia, pareil, vous avez des réservoirs prêts à accueillir, prêts à être logés dans les bus? Oui, ben en fait, Philippe a déjà tout dit puisqu'on va souvent ensemble sur ce segment, donc rien à ajouter. Très bien. On va rejoindre en ligne Stefan Herbst de Toyota. Stefan, so we can mention... Kevin. Parlons de votre partenariat avec Caetano, une marque au Portugal, pour fabriquer des bus à l'hydrogène. Merci Laurent. Je pense que le prochain gros écosystème sera l'accélération de la décarbonation du transport urbain. Il y a évidemment beaucoup de besoins pour les bus et tous ces systèmes sont en train de passer vers l'émission net zéro et vers l'hydrogène. C'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avons travaillé avec Caetano Bus pour créer un bus qui fonctionne à l'hydrogène. Aujourd'hui, nous avons une autonomie de 400 km avec le système du Mirai. C'est un bus qui est en vente avec sous la marque Toyota. Vous ne pourrez pas le commander chez Toyota, ça passe par Caetano. Mais ça montre en tout cas le chemin sur lequel nous sommes engagés et l'utilisation de la technologie de la Mirai. En 2 ans, nous l'avons créé avec Caetano Bus et le bus est compétitif. Nous avons déjà remporté un certain nombre d'appels d'offres dans certaines villes. Thank you very much. Very quickly from Julien Etienne. Il y a 3 ans, au salon Innovation à Paris, j'avais mentionné le fait qu'il était important pour les fournisseurs et les acteurs européens de viser une expansion à l'international. Le bus, en fait, par on va dire les caractéristiques assez standards des produits, permet ce genre d'approche. Et Plastic Omnium, qui travaille avec des OEM en Europe sur des systèmes de stockage, utilise les mêmes produits aujourd'hui pour aller vendre des systèmes fabriqués en Europe, mais en Asie, que ce soit en Chine ou en Asie plus large. Merci. On repart du côté de Bruxelles, retrouver Bart Biebeck du FCH-JU. Bart, we're going to talk now about trucks, hydrogen-powered trucks. You made a study at the FCH-JU and this Undertaking. Pouvez-vous nous parler de l'avenir d'hydrogène pour les bus? Oui, nous avons fait l'étude et les résultats de l'étude étaient très clairs. L'hydrogène pour les camions a du potentiel. Selon nos calculs, on est à peu près 70% du marché des poids lourds qui pourraient passer en hydrogène et les 30% restants en batterie. Donc le débat n'est pas entre batterie et hydrogène, je pense qu'ils sont complémentaires, mais surtout nous voyons une augmentation de la part de l'hydrogène projetée pour les poids lourds. Nous avons 2 grands projets. Premièrement, le projet H2O, avec 2 configurations pour un tracteur et pour un camion. 15 de ces véhicules seront mis à disposition pour les tests bientôt. Et nous avons un programme pour les camions bennes. On a déjà quelques camions qui sont en cours d'exploitation et les retours ont été vraiment positifs. Même les opérateurs, ceux qui sont au volant de ces camions, sont très satisfaits de cette solution.
Et je pense qu'on va pouvoir mettre 30 camions en circulation. Dans le cadre de l'étude aussi, l'année dernière, en novembre, nous avons travaillé avec les équipementiers de l'industrie qui se sont engagés à construire 100 000 camions d'ici 2030 avec un certain nombre de bornes de rechargement avec. Étant donné que les résultats étaient si bons, il y a immédiatement eu l'industrie qui est montée au créneau et qui s'est engagée. De plus, maintenant que nous avons le plan Fit for 55 annoncé par le commissaire au mois de juillet, pour tous les 150 kilomètres sur les corridors de grande circulation, nous devons mettre en place des systèmes de recharge à hydrogène d'ici 2025. J'aimerais maintenant rappeler tous les équipementiers et les fabricants des bornes de recharge hydrogène ainsi que les opérateurs des différentes stations. Si nous construisons ces bornes pour les camions, alors il faut être sûr d'avoir un système qui puisse servir pour les voitures, parce qu'il faut une solution hydrogène pour les voitures de particuliers. Parce que l'Union européenne ne va demander des systèmes que pour les poids lourds, mais aujourd'hui, j'appelle à un petit investissement supplémentaire de 20 ou 30 000 euros pour mettre aussi des raccords pour les voitures particulières. Deuxième message, nous devons aller plus vite. Je vois qu'ailleurs dans le monde, si on regarde la Corée, mais également la Chine, la semaine dernière a annoncé 1000 camions à l'hydrogène déjà. Donc nous devons aller plus vite, sinon l'Europe pourrait perdre ce marché. Et là, je suis très sérieux. Pour l'année prochaine, nous allons nous réunir pour mettre en place un parc de véhicules hydrogène et vous en entendrez parler de nouveau avant la fin de l'année. Et Lux, j'aimerais qu'on rejoigne maintenant Chris Lefrère qui représente le réseau Waterstoffnet et qui va nous parler en fait d'un programme qui s'appelle iTrucks. Chris, vous m'entendez? Je sais que vous parlez français. On le fait en français, en anglais, comme vous voulez. La présentation peut-être ou la discussion en anglais parce que en fait. Ok, so let's carry in English. Waterstoffnet, c'est une organisation non-profit qui se trouve dans le nord de la Belgique et qui rassemble une centaine d'entreprises qui travaillent sur l'hydrogène. Toutes sortes, dans l'acier, dans le transport d'hydrogène, la production d'hydrogène, la transformation. Mais mon projet iTrucks, que je suis gérant de ce projet, est en fait une initiative qui rassemble une cinquantaine d'entreprises en ce moment. Et le but du projet, c'est d'accélérer en fait la décarbonisation des camions en Europe. Et nous nous focusons sur la région entre les deux plus grands ports de l'Europe nautique, c'est Rotterdam et Anvers, et le plus grand port à côté des rivières en Europe, c'est Duisport. Alors, on a monté cette initiative avec Port of Rotterdam, Port of Antwerp, Duisport, et l'objectif, c'est de créer un écosystème de 1000 camions, de 20-25 refueling stations, d'une production de 40 tonnes par jour d'hydrogène clean, on dit, ça veut dire bleu ou vert, et accès à une capacité de 75 mégawatts de production d'énergie renouvelable, avec le but de démarrer, d'accélérer en fait la transition de l'industrie des camions, comment dirais-je, un état de recherche en ce moment, aussi vite que possible dans une offre viable pour les opérateurs de transport, viable opérationnellement et commercialement. Alors je crois que vous avez quelques slides que vous vouliez passer, il me semble-t-il, Chris. Oui, est-ce que moi je les passe ou est-ce que vous les passez? Alors si vous avez un partage d'écran, vous pouvez éventuellement les montrer, sinon on continue à discuter de ce programme comme ça, comme vous voulez. Je ne peux pas faire du screen sharing, je vois ici dans Zoom, alors je le fais comme ça. Très bien. Alors d'abord, il faut noter qu'en Europe, il y a 6,2 millions de camions, presque 100% sont des diesels aujourd'hui. On parle de 2025, 2030, Fit for 55, mais quand même, le challenge est énorme. De décarboniser ces 6,2 millions de camions d'ici
d'ici 20, 30, 40% de cela. Hein. Il représente aujourd'hui 5,6% des émissions de carbone en Europe, hein, en complète. Ça veut dire que les camions sont quand même un facteur important hein, dans la décarbonisation de l'Europe. Hein. Et en surplus, le problème, c'est le fait que le nombre de camions augmente avec le produit brut national. Hein. Ça veut dire si l'économie, par exemple, a une croissance mondiale de 3% par an, ça veut dire que le nombre de camions augmente ou double hein, dans 25 ans. Alors, si on ne fait rien dans 25 ans, on a un problème énorme. Hein. Mais le problème pour les opérateurs de camions aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une offre viable. D'abord, il faut de l'hydrogène. Hein, il faut des camions hydrogène parce que pour les poids lourds hein, et qui couvrent de grandes distances, il est crucial que l'hydrogène est là dans le camion. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'offre commerciale de camions hydrogène, il n'y a pas de station, refueling station, ou un réseau dense, où il n'y a même pas de station dans la plupart de l'Europe aujourd'hui. Et aussi la capacité de production hydrogène clean hein, est très limitée en ce moment en Europe. Hein. Alors, il y a un travail énorme à faire de toute la chaîne de valeur hein, à monter un volume hein, et bâtir une solution qui est opérationnellement et financièrement viable. Et pour le point financier, le TCO, hein, ça a été mentionné par d'autres intervenants, hein, comme M. Sadou de Stellantis, qui dit il faut customer focus. C'est ce que nous faisons dans le projet. Hein. Nous avons rassemblé à peu près une quarantaine d'opérateurs de transport, hein, de camions. Hein. Nous avons rassemblé 4 fabricants de camions, 4 opérateurs de stations de refueling hein, et 3 producteurs d'hydrogène. Parce qu'on voit que si on essaie de démarrer cette chaîne de valeur vers une solution qui est viable pour les transporteurs, il faut les mettre tous les 4 ensemble autour de la table et bâtir ensemble une solution et aussi synchroniser les efforts de tous ces joueurs dans la chaîne de valeur hein, pour faire la transition. Hein. Et dans ce cadre-là, en ce moment, le plus grand challenge hein, pour les opérateurs de camions, c'est le TCO gap. Hein. C'est en fait la différence entre le coût opérationnel et CAPEX. Hein, si vous permettez, Chris, j'aimerais juste demander quelques réactions sur le plateau. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est de la part de David Holderbach pour Aevia, puisqu'en fait, dans votre portefeuille, le groupe Renault, il y a PVI. C'est d'ailleurs cette société qui fait de l'intégration pour vous. Donc, est-ce qu'on peut imaginer chez Renault des camions à hydrogène qui vont arriver? Donc aujourd'hui, dans le line-up Renault, alors je suis mal placé, moi je suis Evia. Oui, enfin, vous savez peut-être un petit peu quand même. Pour Renault. Mais effectivement, PVI travaille aujourd'hui sur un véhicule 26 tonnes, dont il vend d'ores et déjà une version électrique, et il collabore avec nous et surtout avec Plug Power sur une version hydrogène. Donc effectivement, PVI aura une offre très prochainement en hydrogène. Très bien. Je reviens à Chris Lefrère, s'il est toujours en ligne avec nous. Ouais, oui, toujours. Bon, en tout cas, on voit que ça devient une réalité. Enfin, ces camions, maintenant, ils commencent à arriver, ils existent. Il existe des prototypes de versions démonstration, mais il n'existe pas encore une offre commerciale comme pour le diesel. Et quand on aimerait mettre sur la route un camion d'hydrogène aujourd'hui, d'abord, il y a un manque énorme de stations d'hydrogène. Hein, et deuxièmement, les camions qui sont disponibles aujourd'hui coûtent encore une fortune en comparaison avec le coût d'un camion diesel. OK, on pourrait dire que c'est l'objectif où les transporteurs devraient faire un effort, mais le problème du secteur du transport aujourd'hui en Europe, c'est que d'abord, il leur manque des chauffeurs, hein, et ça veut dire que le coût du chauffeur, qui est à peu près 33-35% du coût total pour le transporteur, augmente. Hein. Deuxièmement, il y a maintenant aussi le problème de provisionnement de camions. Hein.
dû au fait qu'il n'y a pas assez de bus pour mettre dans le camion. Aussi, les délais de livraison sont énormes pour les entreprises camions. Ça veut dire que, et de l'autre côté, c'est un marché Red Ocean. On dit en anglais Red Ocean pour dire que c'est un secteur où la compétition se joue sur le prix. Ça veut dire que les marges des transporteurs de manœuvre sont très limitées pour investir énormément dans une transition de technologie. Alors Chris, merci pour votre témoignage. Il faut leur aider avec des subsides et avec des interventions de l'État pour leur aider de démarrer cette transition. Monsieur Lefrère, merci. J'aimerais qu'on continue et on va avancer rapidement sur le camion. Avec vous, Damien Buet, pour Faurecia, on va avoir une belle photo d'un camion Hyundai. Ça se passe en Suisse et vous êtes partenaire de ce projet où là, du coup, on a à la fois les véhicules mais aussi l'infrastructure qui va avec. Oui, tout à fait. Alors, ça a déjà été dit plusieurs fois. Les camions, c'est vraiment un des endroits où l'hydrogène prend tout son sens. Donc, c'est évidemment au cœur de la stratégie de développement de Faurecia, de ce point de vue-là. Donc, on est très fiers d'être sur les camions Hyundai qui sont sur la route en nombre encore un peu limité, mais ça va arriver en Suisse. C'est en effet le produit de la création d'un écosystème complet. Alors, on a eu une discussion avec Bertrand Picard qui disait que tout le poulailler avait réussi à se mettre en ligne plutôt que pour régler le problème de la poule et de l'œuf. Donc, je pense qu'en effet, il y a pas mal d'étoiles alignées. Et puis, plus largement que ça, pour Faurecia, on est en train de travailler avec un certain nombre d'acteurs de la mobilité lourde en Europe. On a des partenariats dont on ne peut pas encore parler, mais ce sera le cas sous peu. Et un point qui est intéressant à mentionner peut-être, c'est que d'un point de vue... Votre appel a été mis en attente. Non mais c'est bon, allez-y, c'est pas grave, c'est la technique. On parle pour pratiquement tous les secteurs dont qu'on a mentionné aujourd'hui sur de l'hydrogène gazeux compressé. Et pour la mobilité lourde, on travaille aussi, et pareil, on est en train de travailler sur des partenariats sur l'hydrogène liquide stocké à des très basses températures, qui permet de multiplier par 2 la densité énergétique. C'est le choix de Mercedes, notamment. C'est le choix de Mercedes, l'hydrogène liquide. C'est ce qu'ils disent en tout cas pour le moment. Et en fait, être présent sur ces 2 technos pour Faurecia, c'est d'abord la preuve de l'engagement massif dans ce domaine, et puis la possibilité d'offrir à nos clients toute la palette de technos nécessaires au succès. Merci. Je reviens un instant à Stefan Hertz de Toyota, puisqu'effectivement, Toyota est également présent dans le domaine du camion. Stefan, Stéphane. Alors, vous êtes en train de produire vos premiers camions à l'hydrogène, principalement aux États-Unis et au Japon, si j'ai bien compris. Oui, mais il ne faut pas oublier la Chine. La Chine avance extrêmement rapidement. Nous avons déjà des camions avec la technologie Toyota. Aux États-Unis, à travers des partenaires. En Allemagne, nous avons créé des solutions de classe 8 qui sont actuellement utilisées dans des ports. Et nous avons des partenariats avec les sociétés dans le domaine du carburant parce que nous devons travailler sur les solutions de recharge. Et nous avons des solutions par ailleurs en cours d'élaboration pour le Japon et pour les États-Unis pour les camions à l'hydrogène. Et au Japon, ce sera mis en test l'année prochaine. Cependant, j'aimerais insister sur ce que Bart a dit tout à l'heure et prendre un peu la casquette du Conseil hydrogène. Nous avons vu que dans les années à venir, d'ici 2030, il y aura 30 véhicules de plus disponibles à l'achat en hydrogène. Donc nous devons renforcer l'infrastructure pour les camions, oui, mais sans oublier les véhicules pour les particuliers. Merci Stéphane. Voilà, je suis désolé de l'accueillir un petit peu comme ça, mais c'est la crise du logement. C'est dire à quel point l'engouement pour ce forum est quand même très grand. Ballard, donc, bien sûr, se concentre sur la mobilité lourde. Vous avez quelques slides qu'on devrait voir apparaître à l'écran, si tout va bien, puisque donc vous avez développé une nouvelle pile plus puissante pour justement répondre à ces besoins, alors pour les bus, bien sûr, mais aussi pour les camions. Tout à fait. De toute façon, on va monter en puissance pour passer donc de l'expérience qu'on a sur les bus vers la mobilité lourde camion.
On a déjà quand même plus de 2000 camions, alors des camions plus petits, entre 3 tonnes 5 et 7 tonnes, qui sont en service en Chine, qui fonctionnent tous les jours. Et là, aujourd'hui, avec notre gamme de produits, c'est d'arriver à augmenter la puissance de la pile. Donc, avec des piles on a lancé la semaine dernière un produit 100 kW, mais après, de monter 200, 300 kW, de façon à augmenter la densité énergétique de la pile, de pouvoir l'intégrer dans le bloc moteur, voilà, là où sous le capot du camion, là où était le moteur diesel, mais aussi avec les challenges techniques qui vont avec, c'est d'arriver à augmenter la température de fonctionnement de la pile, parce que si on va avoir une pile de 300 kW qui fonctionne d'un camion, sachant que l'efficacité va être de 55, peut-être jusqu'à un peu plus de 55%, il va falloir rejeter la chaleur qui est produite par la pile. Et donc, en augmentant la température de fonctionnement de la pile, on va aussi arriver à réduire la taille du radiateur. Donc, il y a tous ces challenges au niveau d'avoir des piles plus compactes, des piles donc de plus grosse puissance, des piles qui travaillent à plus haute température, tout en gardant cette durabilité, donc des piles qui peuvent fonctionner pendant 25-30 000 heures sans avoir à remplacer le cœur de pile, et en même temps arriver à réduire les coûts. Donc voilà, c'est tous ces challenges aujourd'hui sur lesquels on travaille avec nos partenaires de façon à offrir des offres pour les camions. Et est-ce que la mobilité lourde, que les avantages que la mobilité lourde de l'hydrogène offre aux opérateurs puissent vraiment être déployés et réduire, comme il était mentionné plus tôt, ce gap au niveau du TCO qu'on a au jour d'aujourd'hui. Très bien, on a pu voir en même temps donc effectivement les différentes caractéristiques. Un mot rapide sur les fabricants de piles qui sont là, avec KPO et puis peut-être Symbio s'il souhaite également dire un mot là-dessus. C'est que bon, en tout cas pour le camion, il faut avoir une offre disponible parce que ça va arriver. Oui, tout à fait. Pour nous, le camion, c'est un segment qui est totalement stratégique. On a un segment, une industrie qui se structure en ce moment avec une offre à travers des intégrateurs et une offre d'OEM qui arrive sur le marché. On a des problématiques de produits avec, comme Nicolas l'a dit, un besoin de compacité, de densité énergétique, de performance, tant au niveau de la puissance, et nous on a des piles qui arrivent jusqu'à 200 kW qui rentrent en production aujourd'hui. Donc puissance disponible, mais aussi challenge de refroidissement. Très clairement, tant au niveau de la pile qu'au niveau du stockage, le camion est un super précurseur à la production de masse pour les véhicules légers. Avec en plus des caractéristiques de TCO et de durée de vie qui sont largement plus challenge et qu'on doit considérer. Donc nous, aujourd'hui, on se concentre sur ce segment et on lance des produits qui sont complètement adaptés aux camions dans un premier temps. On est présent d'ailleurs sur H2All avec PO pour le stockage et pour le système de fuel cell. Philippe Rosier pour Symbio. Oui, ben, un peu pareil pour Symbio. La course est lancée, mais très honnêtement, par rapport aux LCV ou aux bus, qui sont des projets qui arrivent maintenant en phase de déploiement de série, même si c'est encore des petites séries, ça reste un déploiement industriel. Pour le camion, ça a été dit d'ailleurs, je crois, par Bart, on est plutôt en phase de prototype pour toutes les raisons qui ont été évoquées avant. Le défi, ça reste quand même d'avoir la durabilité dans la compacité nécessaire à un camion. Je vous ai dit ce qu'il y a sur le stand. Ici, vous imaginez 2 blocs comme cela sous un camion. Donc, on est confiant néanmoins. On voit, nous, le développement série camion plutôt dans les années 2025-2026. Merci. Jean-Claude Bailly pour Gossin. Donc, on a vu ces engins de logistique, mais vous avez également donc une offre pour les ports, aéroports, où là, en fait, il y a effectivement une contrainte, c'est que ces ports vont devenir en fait carbone neutre dans le futur. Alors, c'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Oui, il faut le voir comme ça, naturellement. Oui, non, effectivement. Je reviendrai peut-être un petit peu d'ailleurs sur le camion, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les sites fermés, mais on est en train d'aller aussi sur le véhicule on-road. Juste pour dire que, et on est aussi en contact au travers un certain nombre de projets communs pour beaucoup d'acteurs qui ont parlé, les technologies existent.
elles sont là. Et il faut absolument qu'on soit capable de mettre les écosystèmes les plus rapides en place aux endroits où il y a de la demande. Et une demande immédiate. Et la demande immédiate, par exemple sur les sites fermés type logistique, type port, type aéroport, elle est aujourd'hui. Elle n'est pas en 2025 ni 2026. C'est pour ça qu'on a réellement travaillé sur nos véhicules sur site fermé et développé des véhicules qui sont disponibles, bien sûr en électrique et qui roulent déjà en électrique sur différents ports, mais disponibles aussi en hydrogène. Et donc là, mon message, il est assez simple. Ces véhicules, et celui-ci aussi en hydrogène, il est aujourd'hui disponible. Il faut qu'on réussisse, avec nos partenaires, à immédiatement créer des écosystèmes, et pas des écosystèmes à vision trop longue, des écosystèmes instantanés, immédiats, pour mettre en place ces solutions, pour la simple et bonne raison qu'il y a suffisamment de véhicules et de mobilité sur un port, avec beaucoup moins de contraintes, pour pouvoir disposer de production et de distribution d'hydrogène. Donc, à tous ceux qui sont partenaires, que ce soit technologiques ou fournisseurs, il faut absolument être capable de proposer ensemble, et nous avons les véhicules, des solutions aujourd'hui, parce que la demande est forte. Nous n'avons plus juste une chose, nous n'avons plus aucune demande de véhicules non électriques, non hydrogène, diesel en l'occurrence, sur les ports, les centres logistiques et les aéroports, ça commence. Alors là, on a vu une photo d'un véhicule sur un port, mais il y a également des vrais camions qui vont sur la route cette fois que vous allez donc commencer à produire. Alors, sous la demande de nos clients et le fait d'avoir travaillé déjà depuis maintenant 10 ans sur des solutions électriques et hydrogène, on a développé une plateforme qu'on a lancée le 27 avril dernier, qui est une plateforme qu'on appelle le skateboard, qui est une plateforme modulaire pour camions, donc tracteurs ou porteurs, électriques ou hydrogène, en s'appuyant exactement sur les compétences que nous avions. Et là, vous voyez une image, parce qu'on a signé un protocole de partenariat avec Anamix pour faire des proof of concept dès 2022. Donc, en 2022, en particulier sur la ville de Belfort, nous allons mettre en place un proof of concept, donc avec un véhicule tracteur, comme vous le voyez là, sans cabine, donc autonome et hydrogène. Donc vous voyez, les choses se mettent en place. Alors bien sûr, on a encore un peu, on a des autorisations spécifiques pour ce type de démonstration puisqu'il est autonome. Et peut-être juste en avant-première pour vous donner un peu envie, le 8 novembre, on vous donne rendez-vous puisque nous allons présenter le premier camion de course à hydrogène. Ah, vous allez me parler du Dakar, c'est ça ? Qui sera pour le Dakar et pour d'autres courses, et qui sera réellement en fonctionnement. Et en même temps, on en profitera pour annoncer le développement de notre gamme camion. Merci. On va clôturer ce chapitre camion. J'aimerais qu'on rejoigne en ligne, et il est en Italie, Vincenzo Verdino. Il représente la société Punch Hydrocell, qui est une filiale en fait du groupe Punch Torino. Hello Vincenzo, can you hear us? Hello Vincenzo, can you hear us? Bonjour Laurent, je vous entends très bien. Très bien, alors je voulais vous faire rejoindre à la conversation parce qu'on a parlé des piles à combustible, c'est un moyen, mais il y a d'autres moyens d'utiliser l'hydrogène dans les moteurs thermiques. Vous y travaillez et vous pensez que c'est une belle opportunité. Oui, nous travaillons non seulement sur les moteurs à hydrogène, nous travaillons aussi sur les piles à combustible, sur la distribution et sur le stockage d'hydrogène également. Donc nous travaillons sur les 3 piliers du domaine, ainsi que sur le contrôle et sur l'aspect logiciel de la gestion des 3 autres piliers. Concernant les moteurs thermiques, on a l'impression que c'est déjà désuet, les moteurs thermiques. Mais nous pensons que ça pourrait être un palier de transition pour aller vers un avenir 100% électrique et 100% pile à combustible. Nous le faisons parce que les Italiens sont en train de rattraper
les autres pour le développement de l'hydrogène. On n'est pas encore au niveau de la France et de l'Allemagne, donc nous devons décarboner rapidement, ce qui va nécessiter de l'infrastructure évidemment, mais aussi un renforcement de la demande. Pour nous, un bon moyen serait de convertir le diesel à l'hydrogène. On serait quasiment à zéro, si ce n'est zéro émission de CO2. Et ce serait un bon moyen de soutenir les propriétaires des flottes et d'accompagner tous ceux qui n'ont pas encore amorti leur investissement dans l'équipement et donc qui ne peuvent pas passer à de l'électrique aujourd'hui. On pourrait travailler aussi sur l'impact social et pour la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va travailler avec la chaîne d'approvisionnement pour trouver des solutions de transition vers les nouvelles solutions pour l'hydrogène, pour l'électrique et pour les piles à combustible. Et nous pensons en être capables car nous avons créé un des meilleurs moteurs diesel au monde, selon nous. Donc, nous avons la capacité et le savoir-faire pour créer un moteur hydrogène thermique aujourd'hui. Il y a 20 ans, BMW a converti quelques blocs moteurs en hydrogène, mais là, nous pensons à des solutions réellement modernes. Excusez-moi, Vincenzo, parce qu'on commence à être à court de temps et j'aimerais qu'on entende tout le monde. Peut-être de Stellantis. Cette solution alternative du moteur thermique avec de l'hydrogène dedans, vous en pensez quoi? Donc la mission de IVIA, c'est la pile à combustible. Néanmoins, effectivement, Renault fait de la veille technologique sur ce sujet. Et si les travaux poursuivent, il y aura peut-être des annonces. Et l'expert moteur qui est Dominique Sadoul, qu'en pense-t-il? Bien, côté Stellantis, on fait également de la veille technologique. Je vais quand même juste rappeler quelque chose. Un moteur thermique, c'est en gros 30% dans le couple, 30% de chaleur et 30% dans l'échappement et 30% de perte sur l'eau. On a travaillé pendant les 10-15 dernières années, on a investi des milliards pour, j'allais dire, usiner et gratter 1 ou 2 grammes de CO2 à chaque nouvelle version. Une pile à combustible, c'est 55% de rendement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux chaînes, entre les deux rendements énergétiques des deux chaînes de traction. Après, c'est une question de transition, comme ça a été dit. Si vous avez des véhicules déjà électrifiés, la pile à combustible est le bon choix. Si vous partez de véhicules thermiques et vous n'avez pas fait l'électrification, c'est peut-être plus simple de mettre de l'hydrogène dans un moteur. Merci. On en arrive à la mobilité très lourde. On va vous parler de trains, on va parler de bateaux, on va parler d'avions. Pour des raisons de contrainte d'emploi du temps, on va commencer par l'avion, parce qu'en fait, nous avons en ligne Blandine Landfried de Aéroport de Paris. Vous êtes chef de mission hydrogène. Bonjour Blandine. Si vous m'entendez bien, il y a eu quelques petits soucis de connexion par Zoom. Ah, on a perdu Blandine. Si on peut me dire dans l'oreille ce qu'il en est. Bon. Ah, ok, bon. Il faut que j'envoie un SMS, c'est super. Voilà. Il faut savoir tout faire quand on a des conférences. Vous avez vu le direct, il faut savoir tout gérer. J'ai envoyé le message, j'espère qu'elle va en tout cas... D'accord. Bon, c'est pas grave. On va commencer peut-être par, du coup, le train. Stéphane Cabas, le temps qu'elle se connecte. Puisque le train hydrogène, c'est quand même la grande fierté côté français, même si ça a commencé en Allemagne. Je rappelle que vous êtes directeur de la Green et Smart Mobility donc, chez Alstom. Et ce train, la grande première, ça a surpris tout le monde, c'était en 2018 en Allemagne. Oui, absolument. Merci Laurent. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. On est très fiers d'être à ce forum aujourd'hui pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on parle d'hydrogène, et que l'hydrogène aujourd'hui est un élément stratégique pour Alstom Transport. Et la deuxième raison, c'est qu'on est à Belfort, et que Belfort est le site emblématique et historique du ferroviaire pour Alstom, pour la France et pour le reste du monde. Parce qu'il faut savoir qu'à Belfort, donc pas très loin d'ici, sont conçues, développées et produites l'ensemble des motrices des rames TGV. Ceux qui sont venus en TGV de Paris, par exemple, ont utilisé effectivement un train avec des motrices qui ont été faites ici.
Et l'ensemble des locomotives pour l'activité fret sont également produites et conçues ici à Belfort. Donc on est très fiers effectivement de participer à ce forum et j'espère que c'est un signal très encourageant pour montrer que le ferroviaire est un élément stratégique dans les politiques de décarbonation qui sont aujourd'hui engagées par l'Europe. On a parlé effectivement ce matin des IPCEI, Thierry Breton en a parlé très longuement. Donc il y a une volonté très forte de la part de l'Europe pour avancer dans cette direction-là. Et la France, bien évidemment, est aussi résolument engagée dans ce domaine des mobilités vertes ou dites zéro émission pour lesquelles nous participons. Si vous permettez, Stéphane, parce qu'on a retrouvé Blandine, du coup, et comme elle a une petite contrainte, c'est normal, dans l'avion, on est toujours pressé. Blandine, cette fois, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Oui, moi je vous entends très bien, bonjour. Ah, très bien. Donc, vous m'excusez, Stéphane, on reprendra le train dans un instant. Les trains partent toujours à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Blandine, j'ai expliqué donc, vous êtes à l'aéroport de Paris, et donc c'est vrai que ça paraît plus lointain, l'avion à hydrogène, parce qu'on parle de 2035 dans le cadre du plan de relance pour l'aéronautique. Et en tout cas, aéroport de Paris, vous commencez à construire l'écosystème, parce que même si ce n'est pas pour tout de suite, il faut commencer déjà à prévoir eh bien, toute l'infrastructure pour justement alimenter l'hydrogène. Exactement. Et en fait, 2035, ça paraît loin, mais 2035, pour un cycle d'investissement aéroportuaire, c'est demain. Et en fait, quand on parle de 2035, on a en tête l'avion Airbus qui sera en fait propulsé avec de l'hydrogène liquide. Mais avant 2035, en fait, l'hydrogène va commencer à poindre aussi dans le monde du transport aérien et des avions sous une autre forme que celle de l'hydrogène liquide. En fait, on a deux autres manières dont l'hydrogène va intégrer le secteur de l'avion. Dans un premier temps, en fait, les avions vont pouvoir aussi voler avec ce qu'on appelle des carburants aéronautiques durables, des Sustainable Aviation Fuels, et une partie de ces carburants aéronautiques durables vont être des carburants aéronautiques de synthèse, donc des e-fuels, qui vont être produits à partir d'hydrogène. Et ça, c'est pas 2035, ça c'est 2022. Donc voilà, dès l'année prochaine, l'hydrogène va, sous la forme des carburants aéronautiques durables, commencer à alimenter les premiers avions en France. Et puis, on a des modules avions plus petits que ceux d'Airbus, qui sont aussi en cours de préparation par des constructeurs et qui, eux, pourront voler avec de l'hydrogène gazeux via des piles à combustible. Voilà, donc en fait, 2035, c'est une des facettes de l'hydrogène pour l'avion. Exact. En fait, et je dois dire d'ailleurs qu'à Belfort, on a aussi des avions à hydrogène qui sont en préparation. Il y a un appel à projet qui a été lancé et qui a rencontré pas mal de succès d'ailleurs, Blandine. Oui, en fait, on a lancé... Alors, effectivement, pour préparer l'arrivée de l'avion, en fait, elle se prépare dès aujourd'hui à l'échelle locale, territoriale et au sol, à travers le développement, comme vous le disiez, d'écosystèmes, donc notamment à travers le développement pour nous des usages en mobilité dont parlait par exemple tout à l'heure l'entreprise Gossin. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire, nous, à travers cet appel à manifestation d'intérêt, c'est d'aller identifier et qualifier des projets innovants, disruptifs, qui pourront, en fait, demain, contribuer et concourir au développement d'un écosystème hydrogène, mais adapté aux spécificités aéroportuaires et aux usages spécifiques du milieu aéroportuaire. Et effectivement, ça a rencontré un grand succès, parce qu'on a reçu 124 candidatures au niveau mondial. Alors, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, bien sûr. Mais voilà, 124 candidatures. On a retenu 11 lauréats. Et aujourd'hui, avec eux, on construit ce que pourrait être un aéroport hydrogène, un hub hydrogène aéroportuaire demain. Merci. Pour des contraintes horaires, on va s'en tenir là, mais en tout cas, on voit qu'il se passe beaucoup de choses au niveau des aéroports et que ça se prépare dès maintenant. À ce propos, Julien Etienne voulait dire que EKPO donc, travaille avec Airbus, justement, sur cette thématique. Oui, absolument. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'opportunité de voir la présentation de Glenn Llewellyn hier au Hydrogen Council. EKPO a une co-entreprise avec Airbus pour développer les fuel cells qui équiperont les avions. On parle de 2035 pour une mise en service des avions. Hier, M. Llewellyn a annoncé que dès 2025, des avions Airbus voleront avec des piles à combustible, entre autres. Donc on est sur un challenge technologique qui est assez incroyable et dans un timing très très serré. Et ça arrive.
Oui, timing très serré comme cette table ronde. Stéphane Kaba, donc on revient à Alstom, donc on a parlé du train allemand. On va d'ailleurs voir une image qui illustre ce train qui s'appelle le Coradia E-Lint, qui est de couleur bleue. Allez-y. Oui, donc effectivement, là, on va revenir un peu sur Terre, sur les rails. Donc là, ce qu'on voit, effectivement, c'est un train qui a été mis en service, comme vous l'avez rappelé, Laurent, en 2018. Donc c'est un train qui roule en Allemagne, qui a été développé, le lancement, enfin la réflexion, on a commencé à l'avoir très tôt, en 2012-2013, et on a été effectivement soutenu par l'État allemand, notamment le Länder de Basse-Saxe, pour effectivement réfléchir sur ce type de solution. Donc de quoi on parle ? Ce qu'on voit sur l'écran, donc c'est un train en fait qui fait partie de la gamme Coradia, donc qui est une gamme en fait de trains régionaux qui est développée et promue par Alstom et qui a été donc vendu assez massivement sur le réseau allemand. Les premières configurations qui ont été vendues sur le réseau allemand étaient des configurations diesel. Et l'objectif de ce type de train, c'est d'avoir effectivement la capacité de pouvoir rouler sur des réseaux, vous le voyez ici d'ailleurs, qui n'ont pas de caténaire, donc qui ne sont pas électrifiés et qui ne bénéficient pas d'alimentation électrique. Donc l'autonomie est le sujet, c'est le sujet. Sauf que cette autonomie est une autonomie en fait diesel, donc très polluante. Et aujourd'hui, face à la crise climatique, face à la maison qui brûle, hein, comme le rappelaient effectivement certains présidents, on doit réagir. Et donc, on s'est résolument inscrit à transformer cette solution dans le train régional en une solution propre, dite zéro émission. Donc, l'hydrogène fait partie effectivement de ce train. On a simplement en fait remplacé ou supprimé les blocs diesel du train E-Lint, hein, c'est le nom effectivement commercial de ce type de train. Donc on a supprimé les blocs diesel de ce train pour pouvoir les remplacer par des blocs hydrogène. Donc comment ça fonctionne? Donc un bloc hydrogène, vous avez en fait une fuel cell, donc c'est un sujet effectivement qu'on discute avec des collaborateurs, avec des partenaires, hein, et on avait fait effectivement un partenariat historique avec Cummins, donc Hydrogenix Cummins à l'époque. Et donc, vous avez cette pile à combustible qui est alimentée par de l'hydrogène qui elle-même est stockée dans le train. Donc, ça permet effectivement à cet hydrogène de se retransformer via la pile à combustible en courant électrique et à alimenter via des batteries les moteurs qui permettent au train d'avancer. Ce qu'on peut dire, Stéphane, c'est que vous montez en compétence maintenant, parce que vous avez fait l'acquisition d'un fabricant français de piles à combustible. Et là, pour le coup, vous êtes également à la recherche de partenariats. Vous avez pas moins de 3 fabricants de piles quand même qui sont autour du panel. Oui, donc effectivement, merci à tous d'être présents. Alors oui, je pense qu'il faut rappeler un peu les fondamentaux. L'hydrogène, on ne pourra pas jouer seul en silo. Je pense que la présidente, effectivement, de la région l'a rappelé ce matin, c'est un jeu collectif. Donc, nous, on s'est résolument inscrit dans un jeu collectif, bien évidemment, parce que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à privilégier, si vous voulez, des solutions qui soient à la fois compatibles à ce qu'on veut faire dans le domaine du ferroviaire. Je rappelle que le ferroviaire est un élément extrêmement contraint, qui a des contraintes spécifiques. Un train, ça dure 40 ans. C'est un élément important qu'il faut prendre en compte dans l'écosystème, dans l'équation économique, dans les performances techniques. Donc il dure 40 ans, une voiture c'est beaucoup moins de 40 ans. Donc en même temps, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des composants importants qu'on va injecter, qu'on va insérer dans le train, qui peuvent être mutualisés, qui peuvent provenir effectivement de développements qui sont aussi envisagés pour d'autres secteurs. Donc, si je reprends les stacks, le stack, c'est un élément, en fait, c'est le premier élément de la pile à combustible. C'est un élément important qui pèse très lourd, très lourd, à la fois sur un plan technique, les performances techniques, effectivement, de la pile à combustible dépendent du stack, et qui pèse très lourd également dans l'équation économique. Donc, pour ça, il est clair que chercher, effectivement, des collaborations avec des acteurs dans le domaine de la pile à combustible ou du stack qui font du volume permettra, in fine, à la fois d'avoir les performances techniques qui vont bien et aussi les objectifs de coût d'acquisition, bien évidemment, mais de coût de possession aussi assez fondamental sur 40 ans. Merci. J'aimerais juste te demander à mon voisin de s'approcher, car Nicolas Pocard, chez Ballard, on est partenaire d'un autre projet. Ça concerne Siemens pour un test en Bavière. Tout à fait. Donc, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille avec Siemens sur leur projet de train Mireo hydrogène. Donc, où on a co-développé avec eux donc, un module spécifique. Donc, c'est un module de 200 kW
intégré dans le train. Le train Mireo a été développé dès le départ sur une version donc batterie, une version hydrogène. Et donc, le train va commencer ses essais, je pense, en 2022-2023, sur des lignes régionales en Bavière. Ce qui est important, c'est que la mobilité ferroviaire commence à accélérer. Donc, en plus du projet qu'on a avec Siemens, il y a des tramways qui utilisent donc la pile à combustible, qui sont en fonctionnement public en Chine maintenant depuis 2 ou 3 ans, donc ils sont en service. Et ce qui est important, c'est qu'on voit aussi maintenant dans le domaine du fret ferroviaire, donc pas seulement le transport de passagers, mais dans le domaine du fret, un intérêt grandissant de regarder comment la pile peut jouer un rôle dans la traction de locomotives. On vient de signer il y a quelques mois un projet très intéressant avec CP Rail pour une locomotive avec 1,2 MW de puissance de pile, donc qui sont intégrés donc des modules de 200 kW, 6 de ces modules qui sont intégrés dans une locomotive de fret. Donc on commence à voir que dans la décarbonisation des transports ferroviaires, en plus des transports régionaux, qui aujourd'hui en Europe ont vraiment le vent en poupe, mais on commence à voir à l'échelle plus mondiale le transport de fret et donc l'utilisation de la pile à combustible dans ces domaines-là. Merci. Alors, on parle de piles, mais il y a également les réservoirs. J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, Plastic Omnium avait passé un accord avec Alstom. Oui, tout à fait. Oui. On est très, très fiers de ça. Typiquement, c'est une illustration de ce que disait Stéphane. Plastic Omnium a construit un système autour d'un réservoir homologué pour une application routière qui sera fabriquée en Belgique, à Herentals. Et on utilise cette base pour offrir quelque chose, un système qui est compétitif et éprouvé à Alstom. Oui, alors effectivement, je me permets de confirmer tout l'intérêt qu'on a de collaborer avec des fournisseurs du type Plastic Omnium, parce que le sujet des réservoirs, c'est un sujet fondamental par rapport à un paramètre qui est l'autonomie du train. L'autonomie, c'est un sujet clé. Ce que veulent les opérateurs, à la fois au niveau régional, mais aussi du fret. Et effectivement, nos confrères de Ballard a bien rappelé l'essor du fret, et nous on y croit aussi, pour le fret lourd, mais aussi pour le fret léger ou pour des locomotives de type de manœuvre. On considère qu'il faut qu'on arrive effectivement à développer des solutions qui offrent les mêmes performances, au moins équivalentes, on va le dire comme ça, que celles qui sont existantes aujourd'hui avec du diesel. Donc le sujet des réservoirs est fondamental, le sujet de la pression d'hydrogène est fondamental, et le sujet également de l'hydrogène liquide, vers lequel on pourrait se diriger à terme pour avoir encore plus d'autonomie et offrir des solutions très performantes, est un élément effectivement qu'on veut pousser, investiguer avec des partenariats, au travers des partenariats du type de celui qu'on a signé récemment avec PO. Merci. 2 quick comments. I would like first to hear from Bart Biebeck from the FEHGU. Représentant l'entreprise commune pile à combustible et hydrogène. Que pensez-vous du déploiement des trains fonctionnant à l'hydrogène en Europe très rapidement, si possible? Eh bien, je pense que ces travaux sont en cours. Outre les exemples égrenés par les différents orateurs, vous avez également des versions hybrides qui sont possibles. C'est ce qu'on fait en Espagne notamment. Il y a un train électrique qui utilise des caténaires, mais pour le dernier kilomètre, on utilise des piles à combustible. Donc, le plan de marche est bon. Maintenant, il s'agit de changer d'échelle du point de vue de l'aviation. Gros défi en perspective, et c'est très bien qu'Airbus entre en jeu. En effet, nous souhaitons construire un premier projet de démonstration. Ce serait un avion Airbus utilisant des piles à combustible à oxygène, ou plutôt à hydrogène liquide. Je me tourne maintenant vers Stéphane Herbst. Stéphane, si vous êtes toujours avec nous, pour commencer, bien entendu, vous explorez le marché ferroviaire, mais qu'en est-il du transport maritime? Parce que les piles à combustible fabriquées par Toyota trouveraient à s'appliquer dans les deux cas. Oui, on a une coopération avec ces deux entités. Alors, d'une part en France et en Norvège. Donc, on travaille sur différentes applications.
On travaille également sur un projet de recherche en Espagne qui a reçu le soutien de l'entreprise commune. Et c'est également un projet ferroviaire. Merci beaucoup, Stéphane. Qui a commencé par la logistique, hein, vous vous souvenez. Ils étaient à Monaco il n'y a pas longtemps. Ça se demandait si vous allez faire des fusées à hydrogène bientôt, mais en tout cas, dans le bateau, vous commencez à vous intéresser au marché. La semaine dernière, oui, effectivement. Toujours, le fil conducteur, c'est notre capacité à mettre des systèmes hydrogène dans des choses qui bougent, plutôt lourdes. Et effectivement, il y a une demande énorme côté maritime. Ça s'accélère. On sait que les bateaux polluent beaucoup. On a eu beaucoup de demandes sur le stand. On a des projets concrets qui peuvent sortir assez rapidement. On est toujours sur la même problématique de la notion d'écosystème, c'est-à-dire est-ce qu'on a la possibilité de faire le refueling hydrogène? Dans tous les cas, clairement, je pense comme on le fait d'habitude, on a tout intérêt à discuter avec les différents partenaires pour essayer d'accélérer cette transition, puisque la demande, encore une fois, est là. Alors, on va terminer par l'écosystème, je vous rassure, on est presque à la fin de cette conférence. Mais d'abord, un tout petit mot sur les bateaux avec vous, Nicolas Pocard de Ballard. Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet aussi très intéressant qui a émergé vraiment depuis ces dernières années. On voit aujourd'hui, surtout en Europe, un certain nombre de projets qui commencent à être déployés. Donc, nous, chez Ballard, on travaille sur aujourd'hui 6 projets de bateaux, principalement des ferries ou des barges pour la navigation fluviale, avec aujourd'hui une offre vraiment dédiée marine avec notre produit FC Wave, donc un produit qui était adapté de la mobilité lourde, donc en utilisant notre expérience qu'on avait sur les transports de transit urbain au domaine maritime, avec les challenges que ça a au niveau de la certification. Donc travailler avec les organismes de certification pour avoir une pile qui soit adaptée à l'environnement maritime et qui réponde aux règles de sécurité nécessaires pour que le bateau soit certifié, que le système de propulsion puisse opérer. Mais c'est vraiment, on voit une demande grandissante de la part d'opérateurs, de la part de constructeurs de chantiers navals qui viennent nous voir en disant quelles solutions, comment on peut aujourd'hui arriver à faire des ferries, des barges, de la navigation côtière et plus tard la navigation transocéanique avec de l'hydrogène. Merci. On va terminer comme promis sur l'écosystème. I would like to turn now to Ulrike Munz. She's waiting online from Germany. Shipping. Maintenant, nous accueillons la représentante de Ineos Global Company en Allemagne. Ulrika, vous voulez nous parler de l'initiative EVI qui vise à faciliter le ravitaillement pour des applications de type mobilité lourde. Ulrika, pourriez-vous nous en parler un petit peu? Bonjour Laurent. Je vais m'exprimer en anglais. Je pense que vous me comprendrez mieux si je vous explique l'initiative en anglais. Eh bien, on est tous un petit peu fous chez nous. Et l'innologie, ou plutôt l'innovation technologique, c'est quelque chose qui nous stimule beaucoup. Et nous sommes responsables d'une alliance, d'une association, et j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Il y a 5 ans, cette dynamique qui a commencé à l'époque est de plus en plus présente. Et l'association a été créée dans cette perspective. Et l'objectif est de déployer la mobilité électrique, ou plutôt son infrastructure, en harmonisant l'interface entre l'infrastructure et les véhicules. Donc, comment procéder? Bien sûr, nos processus sont un petit peu lents. Et pour cela, il faut faire la liste de tous les besoins et assurer un alignement avant de passer à la normalisation. Donc, c'était l'idée de départ il y a 5 ans. Donc, c'est vraiment un exemple de réussite. On avait quelques membres et maintenant plus de 250 membres. On a des responsables d'infrastructures, des fournisseurs de composants, des énergéticiens, etc. Et les parties prenantes sont venues nous voir et nous ont dit on dispose du cadre juridique, on a la structure organisationnelle, on a la feuille de route pour le secteur ou la filière hydrogène. Il est important de s'aligner. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas cela à la communauté de l'hydrogène? Et bien entendu, il existe là des
défis spécifiques, mais nous avons été encouragés à aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous avons de nombreux engagements, nous nous rassemblons. On a besoin d'un alignement intersectoriel à l'échelon mondial, travailler sur des protocoles de communication et bien sûr, s'il s'agit de paramètres physiques et de ce partage. C'est important du point de vue de l'ingénierie, mais réfléchissons également à tous les services à valeur ajoutée, toutes ces fonctionnalités supplémentaires qui seront nécessaires. On parle d'intégration verticale, de recharge automatique, etc., etc. Aux États-Unis, par exemple, réfléchissons aux infrastructures essentielles, tous ces échanges de données. Eh bien, très rapidement, on a pu mettre en place un groupe de travail sur la question. Et on en a déjà parlé, il est important d'agir rapidement. On a également des partenaires, surtout en Asie, on l'a dit tout à l'heure, au Japon, en Chine notamment, et tous les signataires de ces accords, bien nombre d'entre eux sont en Asie. Voilà, donc c'est notre offre. Cet exemple de réussite, on le duplique. On le transfère à la mobilité lourde. Alors vous me demandez où est-ce qu'on en est? Eh bien, beaucoup d'engagements verbaux, ou verbaux plutôt, avec de nombreuses parties prenantes. Mais comme vous le savez, entre un accord à l'oral et une signature par écrit, il y a du travail à accomplir. Et on espère avoir progressé d'ici la fin de l'année. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, l'association EVI, et surtout n'hésitez pas à me contacter concernant la configuration, les conditions pour être membre, etc. N'hésitez pas à venir vers moi. Merci beaucoup. Cette conférence avec quelques mots, Jean-Baptiste Martin, Total Energy, je suis désolé, on a attendu un petit peu, mais en même temps, on a vu que la notion d'écosystème était récurrente, on en a parlé pour plusieurs domaines, en entrepôt, pour la voiture, le camion, le bateau, tout. Et là, pour le coup, un énergéticien comme vous a une carte à jouer, bien sûr. Oui, alors j'ai l'impression pour le timing, je vais essayer de revenir sur les trois gros segments qui étaient les camions, trains et avions. Sur le camion, c'est une cible prioritaire pour le groupe Total Energy. On l'a vu parce que techniquement, ça a du sens si on veut faire du zéro émission sur un tracteur avec un tout petit châssis et faire des grandes distances. C'est la solution. Maintenant, il y a deux grands challenges. On l'a vu, je crois que c'était Chris Opart qui le disait, il n'y a pas aujourd'hui de station en Europe qui sache ravitailler des flottes de camions, parce qu'enchaîner, demain, ce sera 700 bars le standard en comprimé pour faire des longues distances. Enchaîner des transvasements gazeux avec le stockage qui va derrière et les performances de froid, etc. Je ne rentre pas dans le détail, ça n'existe pas. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut développer les multimodalités de demain. Et puis aussi la problématique de l'avitaillement, de l'high-flow, en fait, des débits d'avitaillement à 700 bars sur ces volumes stockés. Aujourd'hui, les standards, les simulations prédisent, on va dire, on refile environ 450-500 km en 20 minutes. C'est bien pour démarrer. Effectivement, ce protocole d'avitaillement rapide doit être mis au point, et tout le monde y travaille. C'est un partenariat conjoint en Europe et même aux US. L'idée, c'est d'arriver à diviser au moins par deux ces temps d'avitaillement. Et c'est également aussi pendant qu'on peut faire sur la mission H24, et on a des partenariats avec beaucoup de monde sur la table. Il y a Plasticomium, il y a Symbio, avec l'Automobile Club de l'Ouest, où finalement le parallèle, c'est là on est sur une étude de compétition, mais qui doit refiler rapidement dans les stands pour être aussi performante que les autres. Et c'est exactement la même problématique pour le monde du transport on-road. Pour le train, juste donner une image, donc là on est plutôt sur du 350 bars aujourd'hui, mais effectivement on l'a vu dans les années 1000 de la SNCF, on a des prévisions de conso et de refil qui sont d'environ 200 kg d'hydrogène par jour par motrice. 200 kg en de grandeur, c'est le dimensionnement des stations VL comme elles sont en Allemagne aujourd'hui. Donc c'est l'équivalent typiquement de 5 camions qui s'avitaillent, ou presque même d'un parc de 600 véhicules légers particuliers attachés à une station. Vous voyez, c'est quand même des grosses quantités qu'il faut gérer, notamment au niveau des stockages, pour un train. Et on parle de plusieurs trains, évidemment, on le souhaite pour Alstom sur les rails. Et puis pour l'avion, effectivement, vient toujours le sujet de l'hydrogène liquide. C'est un vecteur de stockage pertinent si on veut augmenter la densité énergétique de stockage. L'aviation va être très pertinent parce qu'en gros, l'hydrogène liquide se prête à des grosses consommations énergétiques avec des fréquences de consommation, on va dire, élevées, donc quotidiennes. La grosse problématique de l'hydrogène liquide, c'est l'évaporation et le boil-off. C'est quelque chose que vous devez connaître à
travers le gaz naturel liquéfié, qui est 100 degrés plus chaud, parce que l'hydrogène liquide est à moins 253 degrés, donc on est à 20 degrés du zéro absolu quand même. Donc la moindre source de chaleur, même aussi froide soit-elle, est une source de chaleur pour l'hydrogène liquide. Et le boil-off est déjà un phénomène qu'on connaît avec le LNG. Les réservoirs aujourd'hui sont dimensionnés pour relarguer, enfin pour tenir 5 jours, mais au-delà, la pression est relarguée à l'atmosphère. Donc en gaz, ça va, non, c'est dramatique pour le réchauffement climatique. En hydrogène, le souci, c'est le risque, parce que le seul problème de l'hydrogène, en cas de fuite, c'est l'accumulation. Et la plage d'inflammabilité est extrêmement très faible, et on enflamme très rapidement ce mélange. Donc, là, notre discours, c'est qu'il faut être pragmatique sur les usages de l'hydrogène pour la mobilité, et dans ce sous-segment, donc on l'a vu avec la mobilité lourde notamment, et dans ce sous-segment, et aussi être pragmatique sur l'hydrogène liquide en fonction des usages qui sont les plus pertinents. J'ai fait très vite, désolé. Merci, mais c'était en même temps, je pense, les mots qu'il fallait pour cette conclusion. Merci à tous pour votre participation active. C'était un petit peu long, mais je crois que c'était nécessaire pour montrer justement l'étendue en fait des applications à l'hydrogène et en tout cas l'intérêt d'avoir une infrastructure adaptée. Je crois qu'il mérite un tonnerre d'applaudissements. Ceux qui étaient en présentiel et bien sûr à distance. Bon appétit à vous, on se retrouve tout à l'heure.